Bienvenue dans cet épisode qui est la deuxième partie de notre épisode sur l'attachement. Dans cet épisode, je vais revenir sur les styles d'attachement parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé dans le podcast et je pense qu'un petit rappel fait du bien. Je vais aller dans le détail ici pour que tu puisses vraiment peut-être te reconnaître dans certains traits, ça sera sûrement le cas. Peut-être que tu te reconnaîtras dans l'attachement sécure et dans ce cas-là, c'est cool aussi de constater quand ça va bien. Ce que je vais transmettre sur les styles d'attachement, c'est le travail de Diane Poole-Heller, si jamais tu veux aller plus loin sur ce sujet-là. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je continuerai à répondre aux questions qu'on avait commencées dans l'épisode précédent. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je pensais faire cet épisode en 2 parties, finalement il sera en 3 parties. Une fois que je suis lancée, j'aime bien aller au fond des choses et donc ça sera un gros morceau dans cet épisode-là sur l'attachement évitant. On parlera aussi de l'attachement sécure dans cet épisode, avant ça. Et donc l'épisode suivant, ce sera les 2 derniers styles d'attachement qu'il y a, parce qu'il y en a 4. Donc l'épisode suivant, ce sera les attachements anxieux et désorganisés. Ici, je vais faire l'avertissement que je fais à chaque fois que je parle de la relation parent-enfant. Et quand on parle d'attachement et quand on parle système nerveux, on en parle nécessairement. Si tu es parent, cet épisode peut activer des parts de toi qui se sentent coupables, peut-être de ne pas avoir assez bien fait, de ne pas avoir su avant, ou des parts en colère que ce travail soit pas plus répandu et que tu n'aies pas été mieux informé par ceux qui auraient dû le faire, qui auraient dû t'informer. Si tu n'es pas encore parent, ça peut activer des parts de toi perfectionnistes peut-être, qui veulent cocher toutes les cases dans la parentalité, ou des parts qui ont peur de ne pas y arriver. Voilà, ces épisodes de podcast, ils seront véritablement guérisseurs pour toi si tu fais de la place à toutes ces parts qui émergent quand t'écoutes, si t'amènes de la conscience sur là où ton système veut t'emmener, quand t'entends certaines choses, certaines histoires, que tu rencontres certains concepts, être vraiment à l'écoute de ça. Donc mon invitation ici, c'est fais de la place pour ça. Si tu le peux, peut-être même écris-le quelque part quand il y a des choses qui sont activées pour pouvoir l'amener en thérapie si tu es en thérapie, pour en garder des notes pour quand tu feras Arise peut-être si t'as ça dans les cartons de faire Arise un jour ou tout autre chemin de guérison sur lequel t'es en ce moment. Tu peux aussi écouter juste avec ta tête et peut-être que c'est la capacité que tu as aujourd'hui et que si ça descendait dans le corps, justement, ce sujet de l'attachement, ce serait trop aujourd'hui. Et ça, c'est super d'en avoir conscience. Dans ce cas, écoute juste avec ta tête, mais en amenant de la conscience sur le fait que c'est ça qui est disponible pour le moment et avec la confiance que plus tu travailles sur ta capacité, plus tu travailles à augmenter cette capacité de présence avec ce qui émerge en toi, plus il y a des chances pour que ça change dans le futur. C'est super dur à dire ça. Plus il y a des chances que ça change. Les chaussettes de l'archiduchesse. Alright, c'est parti. On va commencer avec le Graal, l'attachement sécure. L'attachement sécure, il va se développer quand ? Il va se développer quand il y a les éléments suivants, là que je vais évoquer. Il y a un environnement parental et un environnement de soins qui est suffisamment positif, qui est safe, okay, donc qui est source de sécurité, et ça donne cette confiance de base. On pourrait le voir comme une fondation vraiment solide, l'environnement dans lequel est l'enfant. Et cet environnement, il est fait de quoi ? Il est fait de parents qui sont présents, qui sont protecteurs, qui sont cohérents, qui sont disponibles en cas de besoin. C'est vraiment des régulateurs. En fait, c'est ces adultes régulateurs. On se souvient que l'enfant, il ne peut pas se réguler lui-même. Donc, on a ces régulateurs qui sont là, qui sont capables de calmer, d'apaiser l'enfant s'il en a besoin, ou de le stimuler quand il en a besoin aussi. La communication, du coup, elle est fluide et puis elle est prévisible aussi, surtout. Il y a vraiment, dans l'attachement sécure, ce truc de l'enfant, il sait à quoi s'attendre. La communication, elle est prévisible, elle est sensible. Ils sont à l'écoute, les parents. Et il y a de l'intérêt pour l'état d'esprit de l'enfant. Ok, dans quoi est-ce que tu es là maintenant ? Et comment je peux venir te rencontrer là où tu es ? Et s'il y a un désaccord, s'il y a un conflit, ça peut arriver, les parents, ils savent comment aller dans la réparation. Donc comment initier la réparation ? Ça, c'est d'un côté, de leur côté, comment est-ce que je vais initier la réparation avec l'enfant ? Et de l'autre côté, comment est-ce que je peux recevoir les tentatives de réparation de l'enfant ?
Donc il y a l'espace qui est fait pour la réparation quand il y a eu ce qu'on appelle une rupture dans l'attachement. Et puis il y a tous ces éléments plus concrets du toucher. Par exemple, un toucher vraiment nourrissant, peut-être du peau à peau, la prosodie dans la voix. La prosodie dans la voix, c'est quoi? C'est le fait d'avoir différentes intonations dans la voix. Là, j'ai de la prosodie dans ma voix actuellement. Si je parlais comme ça, il n'y aurait pas de prosodie dans ma voix et ça serait vraiment difficile pour vous de m'écouter. Ok, ça c'est sans prosodie dans la voix. Donc vous voyez que ça envoie vraiment un message de danger au système nerveux, le fait de parler comme ça. Donc il y a de la prosodie dans la voix et ça on le fait naturellement avec les bébés. Pense à comment tu parles à un bébé. On fait naturellement ça. Donc il y a du toucher, il y a de la prosodie, il y a ce que Diane Pouleller, elle appelle ce regard brillant du parent, voilà, qui dit à l'enfant, même par le regard, t'es spécial pour moi, je suis heureuse, heureux que tu sois là, etc. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Et puis du coup, adulte, après les ramifications à l'âge adulte, ça donne quoi? Les adultes qui ont un attachement sécure, ils font, Diane Pouleller, elle dit, ils font preuve d'un optimisme réaliste. Donc, ils sont pragmatiques et en même temps très capables de voir le bon côté des choses. Souvent, c'est des personnes qui ont de très bonnes capacités de communication, parce que ça leur a été transmis en fait, cette communication fluide, prévisible, sensible, le fait d'être à l'écoute, c'est quelque chose qu'ils ont intégré en fait, et pas nécessairement là au niveau de la tête, mais aussi absorbé dans le corps, parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu, c'est ce qui est familier. Donc une grande capacité de communication, puis d'harmonisation, de créer l'harmonie dans l'environnement où ils sont. Ils ont une grande résilience au stress, ces personnes-là, aussi en particulier dans les relations. Donc quand il y a un conflit, ça va être des personnes qui vont être capables, encore une fois, d'initier la réparation, de recevoir les tentatives de réparation de l'autre, et qui sont grandement capables aussi de garder leur sang-froid quand les choses commencent à chauffer un petit peu, ça peut arriver. Et le dernier point qui sera important aussi, c'est que c'est des personnes qui ont une neuroception qui est pertinente. On sait que quand il y a des régulations dans le système nerveux, notamment quand il y a de l'anxiété, ça vient de quoi? Ça vient d'une neuroception, ce qu'on appelle une neuroception erronée. Donc cette caractéristique qu'a le système nerveux de venir scanner comme ça notre environnement, il le fait de façon inconsciente, c'est ce qu'on appelle la neuroception. Ce scan permanent du système nerveux qui scanne notre environnement, qui scanne en relation aussi ce qui est en train de se passer. Et quand il y a une neuroception erronée, c'est un système qui a tendance à tout classer dans la catégorie danger. Les personnes qui ont un attachement sécure, elles ont une détection du danger qui est fonctionnelle, en fait. Elles peuvent voir quand il y a vraiment danger, et elles peuvent voir quand elles sont en sécurité. Il y a les deux qui sont disponibles. Donc il y a une neuroception qui est pertinente et qui correspond au moment présent. Et ça peut vouloir dire dans les relations, par exemple, si on parle d'attachement, pouvoir donner le bénéfice du doute à quelqu'un quand c'est nécessaire, par exemple. Pas toujours s'imaginer le pire. Et ça, on pourra y revenir. S'imaginer le pire, c'est vraiment une caractéristique de l'attachement anxieux, par exemple, qui n'est pas du tout quelque chose qu'on a dans l'attachement sécure. Voilà, donc ça, c'est l'attachement sécure, c'est le Graal de l'attachement dont on bénéficie si on a eu un environnement parental qui était assez sûr, assez prévisible, assez bon, assez solide, assez sensible, assez à l'écoute. Aujourd'hui, malheureusement, on est peu à avoir cet attachement vraiment sécure. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui l'a, mais c'est un petit peu une déformation professionnelle parce que toutes les personnes qui viennent à moi, c'est pour travailler sur leur système nerveux. Donc voilà, moi j'ai à peu près 0% des personnes qui viennent à moi qui ont un attachement sécure. Donc allons dans... Si j'ai pas un attachement sécure, qu'est-ce que j'ai? J'ai un attachement qui n'est pas sécure. Okay, et ça, je veux insister là-dessus. Je vais parler des styles d'attachement. Donc, je vais parler de l'attachement évitant dans cet épisode. Et puis, je parlerai de l'attachement anxieux et de l'attachement désorganisé, qui est un mix, en fait, de l'attachement anxieux et de l'attachement évitant dans le prochain épisode. Mais en fait, finalement, soit j'ai un attachement sécure, soit j'ai pas d'attachement sécure. Okay, n'utilisons pas les styles d'attachement pour nous remettre encore dans une énième catégorie. C'est pas ça l'idée. C'est plutôt de pouvoir... et c'est pour ça que là, je vais aller assez dans le détail. C'est plutôt de pouvoir dire « Ah, ouais, tiens, ça, c'était lié à l'attachement. Waouh !» J'avais pas réalisé que ça pouvait être lié à mon attachement primaire, à ce câblage primaire de mon système nerveux. Et pourtant, moi, il y a plein de choses quand j'ai... voilà, là, je vais aller un petit peu dans le détail de l'attachement évitant, qui est, moi, ma dominante. Il y a plein de choses que j'avais pas du tout réalisées qui étaient liées à l'attachement évitant. Et pourtant, donc c'est plus
ça la démarche. C'est pas de s'étiqueter pour se mettre dans une catégorie, c'est plus de pouvoir reconnaître, ah ok, et du coup, ça serait intéressant pour moi de venir travailler sur l'attachement, sur le système nerveux. Ça peut agir aussi à ces endroits-là de ma vie. Et puis, ça peut vraiment permettre de se déculpabiliser aussi, de déculpabiliser certains comportements, peut-être qu'on peut avoir certains endroits où on se sent bloqué, de dire, ah oui, ok, ça vient de là. Et de dire, voilà, c'est possible de changer. Parce que le message aussi avec les styles d'attachement, c'est que c'est possible pour nous tous et pour nous toutes de retrouver notre chemin vers un attachement sécure. Sinon, on ferait même pas, ça servirait à rien que je fasse cet épisode de podcast si c'était pour dire c'est comme ça et pas autrement. L'idée, c'est de pouvoir dire, ah ok, peut-être je suis à dominante, évitante là maintenant, mais je vais pouvoir retrouver mon chemin vers l'attachement sécure. Donc de façon générale, soit en attachement sécure, soit on n'a pas un attachement sécure, et donc on est tous en gros désorganisés, plus ou moins on a tous un mélange d'évitant ou d'anxieux, mais avec une grande tendance. Donc c'est parti avec l'attachement évitant. Quel type de parentalité, quel environnement parental peut contribuer à un attachement évitant? Alors ça va être des parents plutôt distants, même pas plutôt, carrément même, des parents distants ou absents sur le plan affectif. Potentiellement même négligents, voire hostiles, voire qui vont rejeter l'enfant dans certaines instances. Dans la parentalité qui peut contribuer à un attachement évitant, il n'y a pas d'efficacité et il n'y a pas de sensibilité aux besoins de l'enfant. Ok, c'est des parents qui sont très peu sensibles à l'expression, à la communication envers l'enfant, et souvent la communication aussi, elle n'est pas adaptée à l'âge de l'enfant. Donc il y a une déconnexion, en fait, entre les besoins de l'enfant et entre la connexion qui pourrait être donnée, mais qui du coup n'est pas là. Ça peut être des enfants qui sont souvent laissés seuls aussi. De façon générale, c'est des parents qui sont pas disponibles pour cette fameuse co-régulation dont a besoin un bébé, un tout petit enfant, un enfant. Donc le mot-clé dans la parentalité qui peut contribuer à l'attachement évitant, c'est vraiment l'indisponibilité. Et même si les parents sont là, ils réussissent pas à entrer en connexion avec l'enfant. Et je dis bien ils ne réussissent pas, parce qu'on va le voir, notre style d'attachement, c'est une adaptation, c'est pas un choix. Donc des parents qui sont eux-mêmes évitants, pour eux, c'est dangereux, la connexion. Une mère qui est en proie à une dépression postpartum vraiment profonde, elle est incapable, elle peut pas aller connecter avec son enfant. Donc c'est pas juste je veux pas connecter avec mon enfant, ou c'est pas je suis négligent parce que je veux être négligent. Souvent, dans la plupart des cas, en tout cas, c'est pas ça. Okay. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant? L'enfant, il va apprendre par nécessité à s'autoréguler. S'il n'y a pas de co-régulation, il va apprendre à s'autoréguler. Donc il va apprendre la déconnexion. Et encore une fois, cette déconnexion qu'il apprend, c'est une adaptation. C'est pas une décision. Son système nerveux, ce système nerveux de cet enfant-là, il n'a pas appris à réguler de manière interactive avec quelqu'un. Il n'a pas reçu ce contact nourrissant, il a pas reçu cette co-régulation qui lui permet de calmer son propre système nerveux. Donc par nécessité, il doit apprendre, lui, à s'autoréguler. L'enfant, il fait l'expérience en fait d'un monde où il est émotionnellement isolé de ses figures d'attachement. Donc, par exemple, il s'attend à ce que le parent soit là. Donc, le parent, il peut être là, présent dans la pièce, par exemple, mais qu'il ne soit pas là avec lui. Qu'il soit là autour de lui, mais jamais vraiment avec lui. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça peut donner une forme de dissociation. Alors quand je dis la dissociation, c'est pas un gros mot, hein. C'est juste se dissocier de son corps, parce que ce serait trop, en fait, ce serait submergent de ressentir ce besoin de connexion, puis rien ne vient. C'est comme dans Barbe Bleue, quoi, rien ne vient. Que vois-tu, rien ne vient. Ok ? Donc ce serait beaucoup trop, et donc l'enfant, il apprend à se déconnecter de son corps, peut-être même un peu plus tard à se déconnecter de sa tête. Après, on parlera de ce que ça engendre à l'âge adulte. Peut y avoir un grand besoin de solitude aussi, d'être vraiment seul, quitte à ce que je sois avec mon propre système. Et dans l'attachement évitant, c'est comme si le système d'attachement, il se retourne sur lui-même, en fait. Il se ferme un petit peu sur lui-même. Et ça, c'est hyper, hyper smart. La nature est tellement bien faite là-dessus. Si on y pense, l'enfant, il sait, il y a cette sagesse interne de « je peux pas correctement me développer sans co-régulation ». Et vu que ça vient pas, je vais trouver une autre façon. Et donc, ça peut donner ça des enfants qui n'ont pas de besoin, par exemple, ou qui minimisent leurs besoins,
ou leurs attentes, qui pensent qu'ils peuvent mieux faire par eux-mêmes. Moi, c'est intéressant, j'ai une dominante évitante dans mon système et je me souviens qu'à 7 ans, j'avais parlé hyper sérieusement au dîner à mes parents en leur disant « Moi, de toute façon, si je prends mon sac à dos et que je pars, je peux me débrouiller toute seule. » J'en étais persuadée. Et donc, bien sûr, ils ont ri. Et je m'en souviens encore de cet épisode-là où j'étais super vexée parce qu'ils avaient ri et que moi, j'étais persuadée que je pouvais faire mieux par moi-même, en fait. Ça peut donner beaucoup de réflexion. Un enfant très dans sa tête, mais beaucoup dans la logique, dans l'analytique, et il n'y a pas de composante sensorielle, intuitive, il n'y a pas d'accès à ça. Il y a un manque de richesse ou de profondeur aussi dans la réflexion de soi. Et encore une fois, c'est pas négatif ici ce que je dis, ça s'explique au niveau du cerveau. Je vais l'expliquer juste après. C'est des enfants et puis même après des ados qui peuvent décrire vraiment un grand sentiment de je me sens seule, d'isolement et d'être différent des autres, d'être un extraterrestre, d'être même peut-être pas humain ou un paria. Et c'est des personnes qui peuvent donner l'expérience d'être assez robotiques. Genre comme des robots, des machines, pas d'émotion, surtout pas d'émotion, tout le temps dans l'analyse, tout le temps dans la logique. Et on a l'impression, du coup, les personnes évitantes, qu'elles sont pas sensibles. Mais c'est pas ça du tout. Donc ces derniers points-là, ça s'explique au niveau développemental, du développement du cerveau. Ces personnes qui sont davantage dans la tête, comme ça que dans le corps, on l'expliquera. Donc les ramifications après, du coup, à l'âge adulte. On l'a dit, l'attachement évitant, en tout cas l'environnement qui contribue à un attachement évitant, ça va produire ce désert émotionnel. Il n'y a pas de connexion par le regard, il n'y a pas de connexion émotionnelle, il n'y a pas de connexion par le toucher, il n'y a pas ce... Diane Pouleller, elle parle vraiment de ce contact qui nourrit, quoi, presque nutritionnel. Donc, il n'y a pas ça. C'est des personnes qui peuvent ne pas avoir des souvenirs très clairs de leur enfance aussi. On va le voir quand on va aller sur le cerveau. Parce que quand l'attachement, il est déficient, l'attachement et cette connexion émotionnelle, cette syntonie émotionnelle sont déficients, l'élaboration de la mémoire, elle est altérée. C'est les mêmes endroits où l'élaboration de la mémoire autobiographique, en tout cas, et du sens de soi dans le passé. Je vais revenir dessus. Les personnes qui ont une tendance plutôt évitante dans l'attachement, ça peut être des personnes qui croient énormément à l'indépendance, je peux y arriver tout seul, à l'autonomie, qui croient au travail acharné, aussi vraiment cette indépendance extrême presque qui exclut les relations, en fait, ou qui diminue grandement l'importance des relations. C'est des personnes qui vont minimiser l'importance des relations. Moi, j'ai pas besoin. J'ai besoin de personne. Et il peut y avoir aussi ce sentiment vraiment de fierté du fait d'avoir besoin de personne. Moi, je connecte beaucoup à ça. C'était absolument moi, ça. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui vient avec ça, c'est que la confiance, elle est facilement trahie. Elle est facilement violée, la confiance. Il y a une tendance à s'attendre à être déçu, en fait, logiquement. À être déçu ou à être blessé par les autres. Parce que la connexion, elle est dangereuse, en fait. J'ai jamais reçu ça. C'est quoi ce truc? C'est tellement pas familier. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui fait un truc, dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, je l'avais dit, ça confirme que les relations, c'est dangereux. Moi, je l'ai énormément vécu dans l'entrepreneuriat, ça. Ça faisait des mois que je commençais à voir que j'avais besoin de quelqu'un, dans mon activité, par exemple. Et c'est ma sœur qui devait me rejoindre, on en avait pas mal parlé et tout ça. Elle était chef de projet par ailleurs, ingénieure mais chef de projet, donc ça pouvait matcher. Et ça a été hyper dur pour moi. Ça a pris des mois, déjà qu'elle me rejoigne, et c'était pas que parce que son travail la laissait pas partir et tout, c'était aussi moi, il y avait énormément de résistance de mon côté. Et au début, dès qu'elle faisait une erreur ou que les choses étaient pas bien faites, je sentais que là où mon cerveau, il voulait m'emmener, c'était dans le doute. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai bien fait? Etc. Et je connais très bien cette réponse en moi maintenant, alors je peux vite rediriger vers c'est le début, à moi de lui montrer correctement les choses. Aussi, il faut qu'on trouve notre flow, il faut qu'on retrouve notre rythme toutes les deux, etc. Mais la réponse automatique, qui serait la première réponse, c'est la première que j'ai décrite, du coup, c'est ce doute, est-ce que j'ai bien fait? Et c'est hyper puissant, ça, dans mon système. Hyper, hyper puissant. J'ai expérimenté plein de fois un sentiment de trahison vraiment profond. Pour des choses, mais minuscules. Et parfois, c'est même venu avec énormément d'anxiété. J'ai eu besoin de pleurer pour décharger, parce que c'était vraiment, vraiment intense. Et je sais même plus pourquoi. Vraiment, il y a un truc, une tâche minime, une chose qui devait être faite et qui n'était pas faite, parce qu'elle était en train de faire autre chose. Enfin, quelque chose vraiment, mais
Je pouvais voir cette autoroute neuroplastique, hein, là où mon système il voulait m'emmener. Et là où mon système il veut m'emmener, c'est beaucoup plus sûr de se débrouiller par soi-même. Être en relation, il y a beaucoup plus de facteurs X et c'est beaucoup plus dangereux que si je le fais par moi-même, au moins je suis sûre. Et moi, je retrouve cette même tendance évitante dans les relations. Donc ça m'amène au point suivant. Ça peut être des personnes qui envoient des signaux à leur partenaire, en gros des signaux qui disent que j'ai pas besoin de toi. Des signaux qui disent je me sens bien aussi sans toi, j'ai pas besoin de toi, même si très souvent c'est loin d'être vrai, en fait. Mais le signal qu'on envoie, c'est ça. Et donc la conséquence, c'est quoi? C'est que les partenaires de quelqu'un qui ont une tendance évitante dans l'attachement, ils peuvent se sentir très vite dévalorisés, diminués, ils se sentent pas vus, comme s'ils n'avaient pas d'importance. Et moi, quand j'ai étudié ça sur l'attachement évitant, j'étais là, waouh. Toutes les disputes qu'on a eues avec mon mari, c'était à cause de ça. Le fait que lui se sentait pas vu, pas valorisé par moi. Et moi, j'avais aucune idée que c'était en lien avec mon style d'attachement. Je lui disais toujours, mais il faut que tu travailles avec la part de toi qui se sent pas vue, etc. Et alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile pour moi, mais c'est toujours work in progress. Parce que j'ai ce besoin que moi j'ai d'être vue, ce besoin de connexion, mais qui n'a pas été là, il écrase encore souvent l'espace qu'il devrait y avoir pour que je puisse valoriser aussi mon partenaire dans ce moment-là. Et quand j'essaye de le faire quand même, c'est-à-dire quand j'essaye de dépasser ça, de « ok, je vais te montrer que t'es important pour moi » et tout ça, en faisant des efforts, en fait, donc juste avec ma tête, là je vais à la rencontre, puis je connecte à la puissance de l'attachement, à la puissance de ce qui s'imprime tellement tôt dans notre système. Là, dans ces moments-là, je vis ce que j'ai appris et ce que je transmets, et qui est que l'énergie de survie gagne toujours. L'énergie de survie gagne toujours. Parce que c'est une énergie de survie. Donc c'est la plus forte énergie qu'il puisse y avoir. C'est comme une force irrésistible. Et parfois, j'aimerais spontanément pouvoir l'encourager, le remercier de tout ce qu'il fait pour moi, mon mari, etc. Et j'y arrive pas. Cognitivement, là, j'aimerais tellement le faire, et j'y arrive pas. Et c'est très vulnérable ce que je partage ici, parce que ça m'envoie souvent dans un espace où il y a beaucoup de honte. Et cognitivement, je sais qu'on a besoin d'équilibre, ou qu'on a besoin d'un certain équilibre qui nous convienne à tous les deux, dans le fait de s'encourager mutuellement, de se valoriser, de reconnaître ce que l'autre fait, de reconnaître ce que chacun apporte à la relation. Mais je vois que moi, je suis pas encore là où je voudrais être. Sur être initiatrice d'encouragement, de remerciement, etc. Naturellement, lui, il m'encourage beaucoup plus que moi je le fais pour lui. Et je me prends encore à dire des choses comme « Ah, ça, je l'ai construit toute seule », si je parle de mon activité, alors que il a été à mes côtés tout le long et que personne n'est self-made. C'est une légende, ça. Cognitivement, je sais que personne n'y arrive toute seule, mais j'ai encore besoin de sentir que je peux faire seule. Donc cognitivement, je sais que c'est pas le cas, mais dans mon système, j'ai encore besoin de sentir que je peux faire seule. Parce que ça me rassure. Que si demain il arrive quelque chose et que je me retrouve seule, donc il n'y a plus cet attachement, je peux continuer exactement de la même façon. Ce qui, encore une fois, ne serait pas possible. Mais mon système nerveux, il a besoin de croire, il a besoin de sentir ça. Et encore une fois, c'est tellement mieux qu'avant, quand je regarde. Mais c'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que l'énergie de survie, elle gagne toujours. Dans l'attachement évitant, la déconnexion, parce que dans ces moments-là, je me déconnecte, en fait. Je vais dans ma tour d'argent où je peux tout faire toute seule. Voilà, et je sens d'ailleurs physiquement la déconnexion dans mon corps, dans ces moments-là. Je ressens ça comme une armure autour de mon corps. Au niveau des sensations, ça fait ça. Dans l'attachement évitant, là où je voulais en venir, c'est dans l'attachement évitant, la déconnexion, encore une fois, c'est pas un choix. C'est une adaptation. Et aujourd'hui, moi, je suis super OK avec ça. Je continue mon chemin. Je sais que je suis en train d'aller vers l'attachement sécure. Je sais que ce qui a mis des années à se faire va pas se défaire en une nuit. Et puis, dans notre relation, voilà, on en parle ensemble. Lui, il sait d'où je viens. Et lui, sa part du travail, qui est pas toujours évidente non plus, c'est de noter même les petits changements pour voir que ça bouge, pour pouvoir se nourrir de la valorisation quand elle est là. De se sentir vu et de vraiment pouvoir le sentir comme une ressource, en fait. Même si ça vient pas aussi fréquemment qu'il en aurait besoin. Et là, quand il y a ça, quand il y a énormément de conscience, quand il y a du partage, quand il y a de l'espace pour ça, c'est si guérisseur. Ce qui s'est défait en relation va se refaire en relation. Donc c'est tellement guérisseur dans ces moments-là.
Voilà, j'ai raconté ma vie, encore une fois. Mais en même temps, c'est important d'avoir des exemples, d'illustrer et puis de montrer aussi que c'est un processus. C'est pas parce que je vous partage tous ces concepts sur l'attachement ici que j'ai plus du tout d'énergie de survie dans mon système à des moments ou que je suis dans un attachement super sécure à tous les endroits de ma relation. C'est pas vrai. Je sais que j'ai cette dominante évitante et je peux la voir encore à des endroits. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande conscience. Et on sait que quelque chose qui se répète en arrière-plan de notre conscience, dont on n'a pas conscience, c'est quelque chose qui se renforce, mais quelque chose qui se répète avec une grande conscience qu'on a posée dessus, c'est quelque chose qui est déjà en train de se délier, de se décharger, d'être libéré. Et je termine sur l'attachement évitant avec une petite partie sur le cerveau que j'ai annoncé un petit peu plus tôt. C'est hyper intéressant quand il n'y a pas eu de connexion nourrissante, comme c'est le cas dans l'attachement évitant. Les personnes, elles ont tendance à pas avoir de notion d'elles dans le passé. Je m'explique, ça c'est ce qu'on appelle l'autonoèse, c'est un mot un peu barbare, mais l'autonoèse c'est quoi? C'est la capacité de l'esprit à s'engager dans un voyage mental dans le temps. Et ce qu'on pense, je vais revenir là-dessus juste après. Ce qu'on pense, c'est que la région du cerveau, dans l'hémisphère droit, qui est la plus importante pour l'attachement, c'est aussi la région du cerveau qui est médiatrice de cette conscience autonoétique, donc la conscience de l'autonoèse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la conscience de soi, la conscience d'un passé qu'on a personnellement expérimenté. Pas le passé de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui se passe dans les personnes avec un attachement évitant. Elles peuvent donner ce sentiment, je l'ai dit, d'être un robot ou d'être insensible, parce qu'elles auront tendance à raconter leur passé, même terrible parfois, de façon très détachée. J'étais tout le temps tout seul, il y avait personne qui était jamais là pour moi, mes parents travaillaient tout le temps, je les voyais jamais, etc. etc. Quand il n'y a pas cette autonoèse, donc cette conscience de moi qui ai vécu quelque chose dans le passé, on peut savoir qu'un événement s'est produit, mais avoir aucune émotion associée, aucun sentiment de nous qui avons vécu cet événement dans le passé. De sorte qu'on a un souvenir factuel, mais il n'y a pas d'émotion. Et aussi, une deuxième chose qui est intéressante en termes de cerveau, c'est que les parties du cerveau qui sont responsables de la réception des engrammes, c'est les traces biologiques de la mémoire. Donc, les parties du cerveau qui reçoivent ces traces biologiques de la mémoire, c'est l'amygdale et le cortex qu'on appelle le cortex orbitofrontal. Ce morceau-là du cerveau. Et ça, ces deux régions-là du cerveau, qu'est-ce qu'elles font? Elles signalent que les expériences, elles sont chargées de valeur, qu'elles ont une signification émotionnelle et qu'elles sont mémorisables. En gros, elles tamponnent un peu les expériences comme importantes, significatives, et donc il faut qu'on les mémorise. Et l'hypothèse ici, c'est que les enfants qui ont eu cet environnement parental qui mène à un attachement évitant, donc qui se sont attachés de manière évitante, ils n'ont pas bénéficié d'assez d'implication émotionnelle et de connexion de la part des figures d'attachement pour pouvoir mobiliser ces deux régions-là, donc l'amygdale et le cortex orbitofrontal. De sorte que leur cerveau, il n'a pas pu étiqueter les relations comme significatives, comme quelque chose d'important. Donc c'est pour ça qu'on a dit les adultes avec des attachements évitants, c'est des personnes qui vont avoir tendance à minimiser l'importance des relations. Je peux y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. Et aussi, c'est des personnes qui savent ce qui leur est arrivé, mais qui n'ont pas conscience que c'est à moi que c'est arrivé. Mais qui n'ont pas conscience dans le sens, elles le sentent pas. Elles le savent, mais au niveau émotionnel dans le corps, c'est pas comme descendu dans le corps. Et moi, ça a vraiment été mon expérience. Avant d'avoir un petit peu plus accès à mon système nerveux et de commencer tout ce travail, c'était ça. Je disais que j'avais idéalisé mon enfance. En fait, il y avait un mélange de deux phénomènes. Une partie, c'était carrément de l'amnésie. Il y a plein de choses dont je ne me souvenais pas du tout et qui ont commencé à revenir quand j'ai ouvert les voies somatiques, donc quand j'ai commencé à travailler avec mon corps. Et une autre partie de ça, de cette idéalisation de l'enfance, c'était ce que je viens de décrire en lien avec l'attachement évitant. Il y avait des choses que je savais, mais c'est comme si ça me touchait pas. En fait, j'avais pas de conscience dans le sens où je pouvais pas sentir que ah oui, c'est moi Camille qui ai vécu ça. Et ça, quand ça a commencé à revenir en ligne, vraiment que c'est arrivé dans le corps, que c'est arrivé dans le corps émotionnel aussi, mais vraiment au niveau somatique de ah oui, c'est moi qui ai vécu ça, quand j'ai recommencé à avoir accès à ça, ça a été un gros morceau. C'est vraiment comme si, hop, ça s'était reconnecté là-haut. Alors, ça s'est fait petit à petit. Je pouvais de plus en plus sentir ça. Ça s'est pas fait comme ça. Du jour au lendemain, je me suis réveillée un matin et ça y est, je ressentais tout. Non, ça s'est fait petit à petit. Je commençais de plus en plus à sentir, oui, ça m'est arrivé à moi. Et ça, c'est le moment très intéressant
Ou j'ai eu des symptômes physiques de l'enfance aussi qui ont commencé à revenir. Des crises d'asthme, de l'eczéma que j'avais pas eu depuis des années. C'est vraiment comme si ça y est, ça, il y avait accès à nouveau en fait. Et donc ça a commencé à arriver dans le corps de ah oui, j'ai vécu ça. Toute la tension, toute la peur, etc. Et donc le corps, il a parlé. Comme il parlait dans l'enfance. C'est-à-dire, moi, c'était les crises d'asthme et l'eczéma, en l'occurrence. Donc les messages qu'on veut vraiment envoyer à son système avec l'attachement évitant, c'est, par exemple, un message, ça peut être « je suis heureux, je suis heureuse que tu sois ici. Tu as ta place ici. Tes besoins sont importants. Je célèbre ton existence. » C'est tout ça qu'on n'a pas eu. Comment ça serait d'avoir quelqu'un, si tu te reconnais dans les traits de l'attachement évitant, comment ça serait d'avoir quelqu'un qui dit ça? Et je vais répéter ces phrases et vraiment t'inviter à écouter avec ton corps. Je suis heureuse que tu sois ici. Tu as ta place ici. Tes besoins sont importants. Je célèbre ton existence. Un autre exercice intéressant, c'est de travailler avec le regard. Moi, jusqu'à ce que je fasse ce travail, je ne pouvais pas soutenir le regard de quelqu'un. C'était insupportable. Or, regarder et être regardé, avec un regard vraiment empli de gentillesse, de compassion, c'est tellement réparateur. Parce que c'est ce genre de contact nourrissant qui a manqué dans l'attachement évitant et auquel on veut réhabituer notre système. Alors on le titre, fais-le par petits morceaux. Tu peux le faire par exemple même avec un ami ou voilà avec ton partenaire ou ta partenaire. Comment ça serait? Est-ce que tu peux me regarder avec toute la gentillesse du monde et toute la bonté qui est en toi? Regarde-moi. Et puis on le fait 3 secondes. Parce qu'au début, peut-être qu'il va y avoir un peu d'activation. Pas super évident. On le fait 3 secondes. Et puis après, on le fait peut-être 5 secondes. Et puis comme ça, on commence à réapprendre à co-réguler, à être avec quelqu'un. Le toucher, le regard, c'est des médiums, des moyens qui sont vraiment intéressants pour recommencer à faire ça. Voilà pour l'épisode sur l'attachement évitant. Peut-être que tu t'es reconnu dans certains traits, peut-être pas. Si c'est pas le cas, c'est sûrement que t'as pas une dominante évitante dans ton attachement. Dans ce cas-là, assure-toi d'écouter le prochain épisode qui sera sur l'attachement anxieux et l'attachement désorganisé et dans lequel je répondrai aussi aux dernières questions que j'avais reçues. Merci d'être là, merci pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.